Bonsoir et bienvenue sur le plateau de cette nouvelle conférence QuidQuam Live qui porte cette semaine sur les lasers en médecine et leurs applications. Notre intervenant cette semaine est Serge Mordon, qui est directeur de recherche à l'INSERM et professeur en Finlande à l'université de Tampere. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur Twitter, sur le hashtag QuidQuam. Serge, c'est à toi. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des lasers en médecine. Alors, quelques mots, je dirige effectivement une unité de recherche INSERM ici au CHRU de Lille, où on développe donc depuis plusieurs années des solutions thérapeutiques basées sur la lumière et essentiellement pour traiter le cancer. Donc, c'est une équipe qui réunit différentes compétences qui vont de la modélisation mathématique, la conception d'instruments, de la biologie, et on a la chance de travailler, d'avoir des médecins parmi nous. Donc voilà. Donc je vais commencer peut-être par quelques rappels sur les lasers, sur la lumière. Alors tout à fait, d'abord la lumière, qui va du visible, du violet jusqu'au rouge, en sachant qu'effectivement on a ce qu'on appelle d'autres longueurs d'onde, plus courtes que le violet qu'on appelle l'ultraviolet et plus longues que le rouge, qu'on appelle l'infrarouge. Et les lasers médicaux qu'on utilise vont émettre effectivement des longueurs d'onde, des couleurs spécifiques. Donc on n'a pas un laser médical, mais des lasers médicaux. Et le choix de la couleur va se faire en fonction du tissu, de la pathologie, du type de traitement qu'on souhaite réaliser. Je reviendrai sur ce sujet au cours de ma conférence. Toujours quelques mots sur les lasers. Alors les lasers sont des sources de lumière qui sont très spécifiques. Donc laser, comme vous le savez, c'est en fait un acronyme, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, donc qui veut dire amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Donc c'est une source très différente des sources de lumière qu'on peut connaître. Et on peut distinguer trois propriétés particulières qui sont la monochromaticité, donc ce qui traduit le côté longueur d'onde, couleur très spécifique, cohérence. Donc là, on revient un petit peu à une physique. Les photons sont en phase, donc on va avoir une propriété de la lumière très spécifique. Il faut bien dire que la cohérence n'est pas très utile dans les applications médicales qu'on peut avoir, les applications thérapeutiques. Et une propriété très intéressante, donc c'est la très faible divergence. On parle d'un rayon laser, d'un faisceau laser. Et ça va nous permettre d'avoir des lumières très concentrées qui vont nous permettre d'avoir des effets extrêmement intenses, extrêmement efficaces. On va le voir, on va pouvoir brûler, on va pouvoir couper les tissus biologiques, on va pouvoir même obtenir des micro-explosions. Et l'intérêt aussi, c'est que ces rayons peuvent pénétrer dans des fibres optiques qui vont être un des moyens qui vont nous permettre de conduire la lumière à l'intérieur du corps. Alors, ce qui distingue, on essaye d'illustrer ça, ce qui va distinguer la lumière conventionnelle, donc la lumière des lampes, là par exemple de ce studio d'un laser. Si je prends une analogie, là j'ai l'exemple, si vous voulez, d'une foule de Chinois sur la plage. Alors vous voyez, donc désordre, les Chinois nagent pas bien, donc ils ont tous des bouées de couleurs multicolores. Donc vous voyez, les gens bougent dans tous les sens, des couleurs sont très différentes. Et le laser, alors j'ai pris aussi l'exemple de Chinois. Là, c'est une armée chinoise qui défile, oui, et avec, vous voyez, ils sont tous de la même couleur, donc ça c'est la monochromaticité. Ils marchent au pas, donc ça c'est la cohérence. Et vous voyez, ils sont équipés de missiles ou en tout cas d'instruments relativement dangereux. Donc ça c'est le côté un petit peu directif et ils vont tous dans la même direction. Voilà. Donc c'est très simplement et un peu de manière humoristique comment on peut distinguer la lumière conventionnelle du laser. Alors les lasers, je parle des lasers médicaux et pas de la technologie des lasers. Ce qui caractérise le laser, c'est trois choses. Donc on a un milieu laser qui peut être très variable, un solide, un liquide, etc. On a une cavité laser qui est déterminée par deux miroirs. Le milieu est excité pour faire passer des électrons à un niveau supérieur qui, en redescendant au niveau fondamental, vont émettre de la lumière. Et on a une cavité qui va permettre de faire l'amplification avec deux miroirs. Un miroir qui va permettre de faire sortir donc une lumière qui est cohérente. Et on voit ici ce faisceau qui sort du laser. Alors, revenons un petit peu sur l'histoire, parce que c'est toujours important d'évoquer aussi cette histoire du laser. Le premier laser a marché en 1960. Le prix Nobel de physique a été attribué en 1964, en moitié décerné donc à Charles Townes,
qui nous a d'ailleurs quittés il y a peu de temps, l'année dernière, à l'âge de 99 ans. Et donc, il y avait deux Russes qui avaient pu partager ce Nobel avec lui. Donc, finalement, un développement relativement récent. Et là c'est la photo de Theodor Maiman qui a fait fonctionner le premier laser en mai 1960. Donc, finalement, il y a un tout petit peu plus de 50 ans. Et ici, on voit, souvent les gens imaginent que le premier laser devait être une sorte d'énorme machine. Et non, pas du tout. Là, Theodor Maiman a en main le premier laser. Vous voyez qu'en fait, c'était un laser, ce qu'on appelle un laser rubis. Donc le milieu était un solide rouge, un rubis. Un pompage optique, donc c'était une lampe flash qui excitait. Et vous voyez que la cavité était très très petite. Donc la technologie entre le premier laser qui était un laser rubis, et je dirais même les premiers lasers, donc moi j'ai commencé à utiliser les premiers lasers il y a plus de 35 ans, 36 ans. À l'époque, à l'hôpital, on avait 3 lasers. Donc c'était un laser qui émettait du vert, un laser qui émettait du proche infrarouge et un laser qui émettait de l'infrarouge lointain pour couper les tissus. Depuis ces 3 premiers lasers, le nombre de lasers a considérablement progressé, puisque nous avons aujourd'hui effectivement des lasers solides, des lasers à gaz, des lasers liquides aussi, des lasers semi-conducteurs et des lasers à fibres. Et ça, les semi-conducteurs, donc ce qu'on appelle les diodes laser, vous en avez tous chez vous. Si vous avez un lecteur de CD, un lecteur de DVD, vous avez forcément un laser à l'intérieur. Et aussi, on a des nouvelles technologies aujourd'hui de fibres laser qui nous permettent d'avoir des lasers extrêmement puissants qui sont utilisés entre autres dans l'industrie pour couper les métaux. On parle de lasers qui font des dizaines, des centaines de kilowatts. Alors, quelques illustrations des lasers solides. Donc, les lasers solides, alors si je prends le cas d'un laser médical, le milieu laser que je vais utiliser pour produire ma lumière laser pour mon application, en fait, le cristal laser, qui peut être ici un cristal d'yttrium, enfin un grenat, ce qu'on appelle un grenat d'aluminium yttrium, c'est l'IAG, qui est dopé avec une terre rare qui est le néodymium. En fait, le cristal va avoir la taille de mon petit doigt. Donc, c'est pas... Ce système est monté dans une tête où il y a un pompage, mais on a des lasers qui sont relativement compacts. Alors, il y a les lasers à gaz qui tendent à disparaître parce que le gaz, effectivement, il y a moins de milieux actifs, donc on est obligé d'avoir des lampes qui sont relativement grandes. Donc, on a l'exemple de laser hélium-néon que, disons, des gens comme moi qui ont fait leur étude de physique ont pu connaître à l'université. Lasers à colorant que j'évoque parce qu'on les a utilisés, on continue un tout petit peu les utiliser dans le domaine médical. Alors c'est un liquide qui circule. Bon, et surtout aujourd'hui, la grande révolution, c'est les lasers à semi-conducteurs qui effectivement, alors on a des lasers à semi-conducteurs qui sont chez vous et qui sortent quelques milliwatts, mais nous, dans le domaine médical, on va utiliser des lasers qui vont sortir des dizaines, voire jusqu'à une centaine de watts, et on a finalement des modules laser qui vont faire la taille d'une boîte d'allumettes ou d'un paquet de cigarettes. Donc ça, c'est la taille de la source. Après, on les met bien évidemment dans un boîtier. Voilà. Alors, je cite aussi les lasers à fibres qui apparaissent de plus en plus dans le domaine médical. Donc, je vais très rapidement, puisqu'à nouveau, le but de ma conférence n'est pas de rentrer dans la technologie des lasers, qui d'ailleurs, je pense, a été traitée par des collègues précédemment. Ce qui est intéressant dans le domaine médical, moi quand j'ai commencé il y a plus de 35 ans, c'est que finalement les sources laser qu'on utilisait dans le domaine médical étaient finalement issues de lasers qui avaient été développés pour les militaires. En France en particulier, le premier laser CO2 qu'on a utilisé, alors laser qu'on a utilisé, qui était utilisé par les chirurgiens pour couper les tissus, c'est-à-dire un peu l'idée d'une sorte de bistouri optique qui permettrait de couper les tissus sans saignement, avait été développé par une société française pour être monté sur un char donc, de combat, un tank MX-32, comme désignateur de cible. Et pendant très longtemps, les sociétés finalement industrielles qui nous vendaient les lasers médicaux étaient des sociétés qui vendaient aussi finalement les mêmes sources laser pour le médical, pour l'industriel, pardon, ou pour le militaire. Alors c'est plus le cas maintenant. Et aujourd'hui, on commence à bénéficier dans le domaine médical de sources laser beaucoup plus compactes qui sont basées sur d'autres technologies, essentiellement les technologies de semi-conducteurs. Et là, on a l'exemple des lasers qui sont utilisés pour l'automobile, puisqu'on a des
sociétés dont je peux citer le nom, BMW par exemple, ou Audi, qui proposent maintenant des phares. Alors ce ne sont plus des LED, hein, c'est dépassé la LED, ce sont des lasers. Et lorsqu'on s'intéresse aux raisons du choix de ces lasers pour l'éclairage, c'est parce que le rendement est bien meilleur, donc finalement on a besoin de moins d'électricité que pour une LED, on a une qualité de faisceau qui est bien meilleure, et une fiabilité qui est aussi bien meilleure. Donc aujourd'hui, on a des sociétés, donc on a des productions en masse de ces dispositifs, et on en bénéficie directement. Autre exemple, alors nous on est très intéressés par ça, parce qu'on a une application que j'évoquerai en utilisant des lasers qui s'appelle la thérapie photodynamique, où on va utiliser souvent de la lumière rouge. Eh bien, aujourd'hui, les lasers qu'on est en train d'intégrer dans des dispositifs sont des lasers qui sont développés pour, en fait, faire l'éclairage donc, de voitures, de véhicules, essentiellement pour avoir une bien meilleure qualité d'éclairage dans le brouillard. Et ces dispositifs vont bientôt être commercialisés. Autre exemple, c'est par exemple les lasers pour les vidéoprojecteurs. Alors pour les picoprojecteurs ou même pour des projecteurs beaucoup plus gros. Alors si on prend nous sommes ici à Lille, si on prend aujourd'hui la région, on a une salle de cinéma, une grande salle, enfin un complexe de cinéma qui est utilisé de ce qu'ils appellent, enfin ils ont une salle qui s'appelle Laser Ultra, et il y a un énorme projecteur, enfin pas un énorme justement, un projecteur qui utilise en fait des lasers, et ce ne sont plus des lampes xénon qui étaient grande consommatrice d'électricité, grande productrice de chaleur et peu fiable, mais des lasers qui peuvent fonctionner pendant 50 000 heures, c'est-à-dire peut-être la durée du cinéma. Donc voilà, donc ça c'est intéressant d'évoquer ça. Donc je terminerai donc, sur cet aspect-là en disant que voilà, ce qui nous intéresse nous dans le médical, ce sont ces propriétés très particulières du laser, qui sont donc un faisceau très concentré, de la possibilité d'avoir des puissances très intenses, la possibilité d'avoir des longueurs d'onde différentes en fonction des applications que nous souhaitons effectivement développer ou des traitements que nous souhaitons faire. Alors maintenant, on va parler rapidement de la classe des lasers. Alors, je vais aussi aller très brièvement. Il y a une classification des lasers. Vous savez que les lasers, de par leur faisceau extrêmement concentré, peuvent être très dangereux. Vous avez entendu parler effectivement de gens qui s'amusaient, c'est pas du tout un abusement, mais de prendre des pointeurs laser et d'essayer d'aveugler des pilotes d'hélicoptères et des pilotes d'avions. Hein, c'est répréhensible. Hein. Si certains avaient cette idée, sachez que les forces de police vous mettront en prison immédiatement. Mais on a une classification de lasers qui vont du pointeur laser qu'on va utiliser dans une salle pour présenter des diapositives, qui est une classe 1, qui est une classe peu dangereuse avec des lasers qui font quelques milliwatts, jusqu'à des lasers puissants, c'est la classe 4. Et nous, dans le domaine médical, on utilise des lasers médicaux de classe 4. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avec ces lasers, on va vouloir chauffer, couper. Donc il y a effectivement plein des précautions à prendre. Il est évident que l'utilisateur du laser, le patient, le personnel doivent porter des lunettes. Les salles doivent être conçues pour l'utilisation de ces lasers qui, effectivement, sont potentiellement extrêmement dangereux. Donc, voilà, c'était un petit peu aussi le rappel là-dessus. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est de vous parler des lasers médicaux. Et les lasers médicaux, je ne peux pas commencer à en parler sans parler en fait de celui qu'on considère comme le père du laser médical, qui est le professeur Léon Goldman, que j'ai eu la chance de connaître. Je l'ai même connu en activité. Il a poursuivi son activité professionnelle relativement tard, parce qu'il s'est arrêté, il avait pratiquement 78 ans. C'était un dermatologue qui était à Cincinnati. Et jusqu'à son décès en 1997, il a toujours été très actif dans le domaine des lasers, très présent dans les congrès. C'était quelqu'un qui était pour nous un petit peu une référence. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès 1965, et même avant, je vais vous montrer, pratiquement dès l'apparition du laser, Léon Goldman avait tout à fait anticipé quelles pourraient être à terme, avec l'évolution des technologies, les applications du laser. Et il avait écrit, par exemple, en 1965, un ouvrage avec un de ses étudiants, James Rockwell,
ouvrage que j'ai par ailleurs et que vous pouvez peut-être encore trouver, où finalement les applications actuelles, ou les applications qui sont même développées les 30 dernières années, sont évoquées. Donc, à l'époque, à son époque, on n'avait pas forcément le laser disponible, mais déjà l'idée, les applications étaient là. Et c'est véritablement quelqu'un, avec d'autres bien sûr, qui nous ont guidés dans les travaux de recherche et dans les développements que nous avons pu faire au fil des années. Alors, la première application du laser, pratiquement dès l'apparition du premier laser en 60, les premières publications datent de 1961. Ce sont les ophtalmologistes qui, finalement, en ont eu l'idée. En fait, les ophtalmologistes utilisaient déjà, pour ce qu'on appelle le décollement de la rétine, des sources de lumière qui permettaient de faire un petit peu des points de soudure sur la rétine. Ils utilisaient des lampes xénon. Et ils ont compris très très rapidement qu'un laser, de par ses propriétés optiques, de par la petite tâche qu'on pouvait obtenir, était l'outil qui était tout à fait adapté. Et on voit ici même que dès 1961, donc je vous dis moins d'un an après la création du premier laser, certains ophtalmologistes ont utilisé ces lasers en ophtalmologie. Et on voit là ici que Goldman, donc premier auteur, en 1963, publie, parce qu'il avait accès à d'autres lasers, les premiers travaux sur la peau. Je vous rappelle que c'était un dermatologue donc, qui traitait la peau. Et donc il a publié dans la revue un petit peu référence du domaine, qui s'appelle Journal Investigative Dermatology. Donc, quels pouvaient être effectivement les effets du faisceau laser sur la peau, donc un rapport préliminaire. Donc voilà, donc à nouveau, le laser, 1960, déjà 1961, 62, 63, les premières applications sont là. Et certains anticipent déjà ce qu'on va pouvoir faire de ces dispositifs. Alors l'ophtalmologie, bien sûr, ça s'est développé. Aujourd'hui, les ophtalmologistes, pratiquement, ou la grande partie des ophtalmologistes, ont accès à un laser. Ce sont donc des lasers qui sont utilisés, donc, pour certains, en tout cas les premiers, pour traiter la rétine. Alors, je vais surtout en profiter pour parler un petit peu des moyens, ou comment va-t-on faire pour utiliser le laser dans un environnement clinique, parce que, à nouveau, le laser, on a un faisceau qui est parallèle. Donc, le praticien, l'ophtalmologiste, le dermatologiste ne va pas tenir la source laser à la main. Il va falloir conduire le faisceau laser jusqu'à la cible à traiter. Alors, en ce qui concerne les ophtalmos, ils utilisent ce qu'on appelle une lampe à fente. On pourrait considérer c'est un microscope. Donc là, dans cette application, on voit le faisceau laser qui vient par un tube, qui rentre au niveau d'un microscope et qui ensuite, grâce à des dispositifs optiques, est focalisé. On fait un point au niveau de la rétine. La rétine se situe à peu près à 14-15 mm en profondeur par rapport à la rétine. Pour d'autres applications, pour transmettre le faisceau, on va utiliser un bras optique. Donc on a un dispositif, c'est un tube avec des systèmes de renvoi de miroir qui va donner la possibilité de bouger finalement le laser dans les différentes directions. Bon, voilà un exemple d'un bras optique avec là aussi un microscope pour des applications en chirurgie. Autre exemple, alors, qui a vraiment développé à la fin des années 70 le laser, beaucoup, ce sont les fibres optiques, avec donc ces fibres optiques qui donnaient la possibilité de transmettre très facilement le faisceau, qui apportaient une souplesse et qui autorisaient, alors rapidement, bon, différentes fibres optiques. Alors, soit des fibres optiques où on a le faisceau qui va sortir ici à l'extrémité, on peut faire une tâche, mais on utilise aussi ce qu'on appelle des fibres optiques avec des diffuseurs de lumière. Donc ces fibres optiques aussi, on peut les rentrer dans le tissu. Ou on peut les introduire dans ce qu'on appelle le canal opérateur d'endoscope. Donc c'est aussi tout l'avènement de ce qu'on appelle l'endoscopie. Donc on a des dispositifs qui permettent effectivement d'aller traiter l'estomac, d'aller traiter l'œsophage, d'aller traiter les bronches. Et donc là, grâce à ces endoscopes, grâce à ces dispositifs on a à l'intérieur de cet endoscope ce qu'on appelle un canal ou des canaux opérateurs, on peut très facilement rentrer la fibre optique très souple
Le canal fait 2 mm, mais nos fibres vont faire des fois 600 microns, donc 0,6 mm de diamètre. Et donc tout ça est extrêmement pratique. Et à nouveau, grâce au laser qui peut être très puissant, qui peut délivrer une énergie extrêmement importante, on va pouvoir couper, brûler ce qu'on ne pourrait pas faire et ce qu'on ne pouvait pas faire avec les dispositifs à l'époque et même les dispositifs actuels. Alors bien évidemment, là aussi on pourrait y passer beaucoup de temps. On a plein de dispositifs optiques qui permettent de donner des formes particulières aux faisceaux. On peut chercher des faisceaux très concentrés. Donc on va avoir des focales ou des optiques qui concentrent. On peut faire diverger, donc avoir des tâches beaucoup plus grandes. Donc on a les dermatos ou les chirurgiens utilisent ce qu'on appelle des pièces à main, qui sont des dispositifs optiques. On pourrait considérer ça un peu comme des objectifs. Voilà, donc là vous avez un exemple d'une pièce à main. Là on va faire une coupe au niveau de l'œil par exemple avec un laser. Et vous voyez que la taille de ce laser, ici vous avez un exemple de laser aujourd'hui, un laser médical qui va donc traiter et qui va pouvoir volatiliser. C'est la taille, je dirais, d'un boîtier d'ordinateur. C'est pas beaucoup plus gros. Le premier laser que j'ai utilisé à Lille, pour vous donner un exemple, pesait 400 kg, il fallait 380 volts, 52 ampères, on chauffait la moitié de l'hôpital. Et je ne plaisante pas en disant ça. Aujourd'hui, les dispositifs marchent très facilement en le branchant sur une prise conventionnelle. Et alors, dernier mot aussi, d'autres dispositifs tels que les scanners qu'on peut utiliser en dermatologie. Donc on peut aussi automatiser le déplacement du faisceau. J'ai connu l'époque où le dermatologue déplaçait point par point sa pièce à main. Maintenant, on a des dispositifs qui vont permettre de déplacer de manière très reproductible 10 fois plus rapidement que pourrait le faire la main d'un dermatologue. Et donc on a aujourd'hui, et dans le domaine du laser médical, de très nombreux dispositifs, de très nombreuses interfaces. Dernière chose dont je peux évoquer, je suis en plus heureux d'en parler parce que j'ai contribué au développement de ce laser, qui est un laser utilisé par chirurgie, mais grâce à ces nouvelles technologies, on a pu développer un laser qui pèse 600 grammes et qui est alimenté par batterie. Et donc c'est un laser qui va sortir plusieurs watts, donc c'est un laser qui chauffe. Mais j'insiste parce qu'on utilise aujourd'hui des diodes laser dont le rendement va jusqu'à 70%, c'est-à-dire qu'en fait, de toutes les sources d'énergie, même une source de lumière, elles ont rarement un rendement aussi important. Une diode LED a un rendement de 15%. Donc voilà. Et donc, si on fait un petit peu aussi le bilan depuis, je dirais, le début des années 80 ou fin des années 70 et maintenant dans les années 2010-2020, bien moi on a vu passer progressivement donc de lasers qui pesaient 200 kg, qu'on installait dans une pièce, il fallait les brancher sur un réseau d'eau pour les refroidir, donc on ne pouvait pas les déplacer, à des lasers dans les années 90 qui étaient montés sur roulette, donc il y avait des ventilateurs qui étaient assez bruyants, à des lasers dans les années 2000 qui effectivement, que j'ai déjà évoqué, sont des diodes laser qu'on retrouve en fait essentiellement, et puis maintenant des lasers beaucoup plus compacts. Et je pense qu'effectivement, en revenant à ce que je disais tout à l'heure sur les développements pour l'automobile ou pour les projecteurs, on a aujourd'hui une technologie absolument sensationnelle qui nous offre d'énormes perspectives dans le domaine médical. Alors, pour mieux comprendre ce que je vais dire, parce que je vais commencer à parler de l'interaction laser-tissu et les applications, quelques petits rappels, vous voyez, c'est très simple, hein, c'est vraiment de la physique, je dirais pratiquement du cours préparatoire. Donc, quand on va utiliser un laser, on va avoir une surface illuminée, on va créer un spot, et ça, bien sûr, on a une surface qui se traduit en centimètres carrés. Alors, je vous rappelle, c'est pi R2, pi 10^4. On a une puissance d'un laser, on va régler la puissance du laser en watts, hein, ça peut aller à 10 watts, 100 watts, ça dépend du laser, mais cette puissance va être appliquée sur une surface, et on va parler d'irradiance. On pourrait parler d'intensité, d'irradiance, qui sont des watts par centimètre carré. Et cette irradiance, ou cette illumination, va durer un certain temps. Donc c'est le temps qui s'exprime en secondes. Et l'énergie, en joules, s'exprime en watts multiplié par des secondes, mais si vous appliquez sur une surface, on va parler de fluence, qui sont des joules par centimètre carré, donc qui sont une puissance multipliée par un temps de tir sur une surface. Voilà. Donc ce sont, vous voyez, des notions très simples, mais qui vont permettre un petit peu de comprendre pourquoi on a recours à telle fluence, pourquoi on a recours à tel temps, pourquoi on a recours à telle puissance. Parce qu'on va voir que ça va jouer un rôle, pas uniquement la puissance du laser, mais aussi la durée de l'impulsion qui va jouer un rôle sur les applications.
Alors rentrons maintenant, disons, dans ce qui constitue, je dirais presque mon quotidien depuis 35 ans, et le quotidien de nombreux de mes collègues en Europe, en Asie et aux Amériques, qui est la compréhension de l'interaction laser-tissu, de bien comprendre effectivement les modes d'action pour les adapter, pour développer des nouveaux outils et des nouvelles applications à nos lasers. Alors effectivement, depuis le début, vous avez compris que je ne parlais pas d'un laser, mais de laser, et qu'il n'existait pas un laser, mais des lasers. Et finalement, les lasers, c'est les longueurs d'onde ou les couleurs qui les différencient. J'ai parlé de laser dans le visible, peut-être un laser vert, je parle de laser dans le rouge, je peux parler de laser dans l'infrarouge ou même dans l'infrarouge moyen. Pourquoi ? Parce que ce que je vais être amené à traiter, qu'on peut appeler une cible, va être constitué différemment. J'ai des applications, entre autres, qui vont être de traiter des lésions vasculaires. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple en dermatologie, je pense que vous avez tous vu par exemple des taches de vin, des patients qui malheureusement ont des taches de vin, qui sont en fait des vaisseaux qui sont placés très superficiellement dans le derme, ce qui fait qu'à la limite du derme et de l'épiderme dans la peau. C'est pour ça qu'on les voit. Bon, ils sont en trop grand nombre et de manière trop superficielle. L'idée, c'est effectivement de les détruire. Mais le problématique du dermatologue, c'est de détruire ces vaisseaux sanguins sans pour autant détruire l'épiderme, détruire le derme, si vous voulez, sans détruire la peau. Si mon patient qui a une tache de vin, je lui remplace ce qu'on appelle un angiome-plan, c'est la terminologie médicale. Si je remplace l'angiome-plan du patient par une magnifique brûlure, je ne suis pas certain qu'il soit très content, que personne soit très content. Donc l'idée, c'est d'utiliser une longueur d'onde qui soit très absorbée par le sang. Alors quand on parle du sang, on rentre un peu dans les constituants, on va parler de la mélanine, de l'hémoglobine, mais je ne veux pas qu'il y ait d'absorption au niveau de l'épiderme et du derme. Et dans l'épiderme, par exemple, on a quelque chose qui nous protège du soleil, qui est de la mélanine. Et on sait que... voilà. Donc, il va falloir que je choisisse judicieusement mon laser pour avoir une action sur le sang, sans avoir une action sur la mélanine, et aussi sans avoir une action sur l'eau, qui est le constituant principal des tissus biologiques. Par contre, j'ai d'autres applications, ce qu'on va appeler des taches pigmentaires, qui sont, elles, des taches qui sont constituées de mélanine en excès. Eh bien, je vais choisir une longueur d'onde qui ne va pas être absorbée par le sang. Dernière application, j'y reviendrai. Je suis un chirurgien, je veux couper la peau, je veux couper mon muscle, c'est des tissus riches en eau. Eh bien, je vais choisir au contraire un laser qui est très absorbé par l'eau. Alors, ces différents chromophores que j'ai évoqués, hémoglobine, mélanine, eau, je simplifie, bien sûr, il y en a bien d'autres, c'est beaucoup plus complexe. On peut ensuite, si vous voulez, utiliser des courbes, essayer de comprendre un petit peu ce qu'on appelle l'absorption de ces différents constituants. Alors, vous voyez, par exemple, ici en vert, j'ai l'absorption de l'eau. Alors, le coefficient d'absorption, je l'ai ici en ordonnée. Et ici, en abscisse, j'ai la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, vous voyez, je l'ai mis sur une échelle logarithmique. Alors, je vous rappelle que, en fait, nous voyons, grosso modo, entre 0,4 microns et 0,7 ou 0,75 microns. Donc ça, c'est la partie visible. Et donc, vous voyez, alors c'est assez intéressant. Vous voyez que, et là, on a le coefficient d'absorption. Donc, il est très, très bas. Ici, on voit que l'eau n'absorbe pas dans le visible. Ce qui est bien parce que, si c'était le cas, si vous voulez, il est certain qu'on ne serait pas constitué de la même façon. Entre autres, notre œil, notre rétine qui est placée très en profondeur dans l'œil, l'œil ne fonctionnerait pas de la même façon parce que la lumière ne serait pas capable de traverser la cornée, le cristallin, l'humeur aqueuse, etc. Par contre, vous voyez que si je me décale dans l'infrarouge, si je me décale ici jusqu'à 10 microns où j'ai un laser qui s'appelle le laser CO2, eh bien, j'ai une absorption bien supérieure. Et si on regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordres de grandeur. C'est-à-dire que j'ai finalement, entre le point de plus bas de l'absorption de l'eau et le point ici élevé, enfin en tout cas sur cette courbe, j'ai 10 millions de fois. Donc, vous voyez, d'un côté, pratiquement pas d'absorption, de l'autre côté, une absorption très importante. Si je veux pénétrer, eh bien, je prendrais plutôt un laser qui est dans le visible. Et je pense que vous avez tous fait... si vous avez mis une lampe de poche ou une lampe sur votre main, vous avez vu que le rouge passait, donc le rouge et l'infrarouge passent. Par contre, si je veux couper des tissus, eh bien, je vais beaucoup plus m'orienter sur des lasers qui vont être entre 2 et 10 microns. Alors là, j'ai d'autres exemples. J'ai l'exemple de la mélanine ici. On voit qu'il décroît, dans l'absorption décroît progressivement de l'UV jusqu'à l'infrarouge. Les rayons ultraviolets, bleus, sont beaucoup plus toxiques et Mère Nature
nous a donné un moyen de protection qui s'appelle la mélanine, et donc on bronze quand on est exposé au soleil. Et puis là, j'ai pu tracer l'absorption du sang. Alors, on voit que ça absorbe bien en bleu, mais on verra aussi que mes vaisseaux sanguins ne sont pas superficiels, ils sont un peu profonds, donc je vais essayer peut-être de me décaler un petit peu dans le rouge. Et on utilise souvent des longueurs d'onde qui sont dans le vert ou dans le jaune pour faire les traitements des lésions vasculaires, donc là où il y a du sang. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect longueur d'onde. Très brièvement résumé, bien évidemment. Je disais tout à l'heure que, outre l'aspect longueur d'onde, le mode d'émission intervenait. C'est-à-dire qu'un laser peut émettre en continu, c'est-à-dire que, bon, très bien, j'appuie, je mets en route mon laser sort un faisceau jusqu'à ce que j'arrête. Mais on a des lasers qui peuvent fonctionner en mode impulsionnel. Alors, tout à l'heure, on a vu un laser qui était... premier laser, par exemple, c'était une lampe flash. Un flash, donc, ça dure quelques microsecondes, millisecondes. Et puis, on a des lasers, en fait, qui fonctionnent sur ce principe. L'excitation dure très peu de temps, l'émission laser dure très peu de temps. Et puis, on a d'autres technologies de laser beaucoup plus sophistiquées, ce qu'on appelle les lasers en mode déclenché, qui nous permettent d'obtenir des impulsions extrêmement courtes. Et aujourd'hui, dans le domaine médical, on utilise des impulsions qui font des nanosecondes. Donc les nanosecondes, c'est 10-9 secondes, donc c'est le milliardième de seconde. On utilise aussi des lasers qui émettent des puissances des picosecondes, c'est dans le domaine, par exemple, de la dermatologie ou de l'ophtalmologie. Donc on est à 10-12 secondes. Et même en ophtalmologie, j'en parlerai très brièvement, on utilise des lasers femtosecondes, donc c'est 10-15 secondes. Donc, vous voyez, on couvre des impulsions les plus courtes jusqu'à dans certaines applications, on peut utiliser le laser en mode continu pendant 30 minutes ou 1 heure. Alors bien évidemment, les puissances vont être adaptées. Un laser très court va émettre des puissances extrêmement importantes. Un laser qui va émettre sur des temps très longs aura des puissances beaucoup plus faibles. Bon, voilà, là j'illustre simplement un laser en mode déclenché, donc si vous voulez une puissance extrêmement intense, il fallait la représenter, si vous voulez, à l'échelle, je pense que ça montrait à 100 mètres de haut, là une impulsion impulsionnelle, donc un temps qui est de l'ordre de la milliseconde ou de la microseconde, et puis un mode continu, où je vais avoir là des lasers qui vont faire une dizaine de watts, voire un petit peu moins, mais que je vais utiliser pendant plusieurs minutes. Alors, ça m'amène maintenant peut-être à une des diapositives les plus importantes de ma présentation, de ma conférence. C'est finalement la compréhension de ces mécanismes d'interaction laser-tissu qui vont nous permettre de faire un choix judicieux des paramètres laser, temps d'impulsion, longueur d'onde, pour certains types, pour chacune des applications. Alors vous voyez, là, j'ai représenté finalement quatre petits ronds, là, bon, avec des échelles qui sont, d'un côté, la durée d'émission. Donc là, plus je vais dans cette direction, plus elle est courte. Hein. Ici, j'ai 10-9, ici, j'ai 10-12. Donc là, je suis au niveau de la picoseconde. Et puis là, j'ai effectivement l'irradiance. Donc là, j'ai des irradiances très élevées. Et là, vous voyez, j'ai en fait 1 watt par centimètre carré. Donc 10 puissance 3, 10 puissance 6, etc. Et là, j'ai différents, finalement, bulles qui correspondent à des effets. Alors là, c'est ce que j'appelle les effets photochimiques. Ici, ce sont les effets photothermiques, ici les effets photoablatifs et ici les effets photomécaniques. Alors on voit qu'effectivement un effet photochimique, ça va être une puissance ou une irradiance faible et un temps très long. Effet thermique, la puissance est un peu plus élevée, le temps est un peu plus court. Et puis si je vais à l'extrémité, donc les effets photomécaniques, ce sont des puissances extrêmement élevées, des irradiances extrêmement élevées, des temps très courts. Ce qui est très intéressant, c'est que si effectivement j'ai à la fois la puissance et le temps, j'ai une autre notion qui s'appelle l'énergie ou l'affluence. Et là, je peux tracer quelque chose qui serait une courbe d'isofluence. Grosso modo, là, je ne l'ai pas représentée, mais elle est entre 1 et 10 joules par centimètre carré, qui signifie simplement que, quel que soit le mécanisme que je vais utiliser, dans la mesure où je traite des tissus biologiques, l'énergie que je dois mettre en œuvre est pratiquement toujours la même. Les cellules restent toujours les mêmes. Je vais donc devoir mobiliser une certaine quantité d'énergie, soit avec un temps court et une puissance élevée, soit avec un temps long et une puissance faible, mais de toute façon, je serai toujours obligé de mobiliser la même énergie pour obtenir une destruction cellulaire. Donc voilà, donc c'est ce qu'illustre cette courbe, et sur cette base, sur cette illustration, que je vais maintenant évoquer, parce que le temps
malheureusement éteint parti et les applications, vous imaginez bien, en 50 ans, sont très nombreuses. Je vais évoquer quelques applications pour chacun de ces mécanismes. Alors je commence par l'effet photoablatif. Donc cet effet photoablatif, je vous rappelle qu'effectivement, alors il se situe là, donc voilà, j'ai quand même une puissance relativement élevée, un temps relativement court. Ce qui caractérise en fait le photoablatif, c'est qu'on va utiliser des lasers qui émettent des rayons UV très courts. On parle de, donc, on a une technologie, même si elle est en train de changer progressivement. Les premiers lasers étaient des lasers Excimer, qui sont en fait des lasers qui émettent des rayonnements UV. Et là, typiquement, c'est un rayonnement à 193 nanomètres. Hein. C'est pas que 193, ça serait une longueur d'onde magique, mais il se trouve qu'on a un laser qui émet à 193. Il émettrait à 210, je serais content. Il émettrait à 180, je serais content. Hein. Il n'y a pas de longueur d'onde magique, il y a ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Et en fait, cette technique, vous en avez certainement entendu parler, puisqu'elle est utilisée aujourd'hui pour corriger les myopies, pour corriger certains astigmatismes, pour corriger des hypermétropies. Et l'idée, en fait, finalement, vient à utiliser ce laser pour retailler la cornée. C'est-à-dire que mon optique, si vous voulez, ma cornée, mon œil, voilà, l'optique n'est pas adaptée. Et je vais donc retailler, si vous voulez, un peu comme si je retaillais un objectif, je vais retailler ma cornée pour finalement restituer une bonne qualité de vision. Alors, il y a eu plusieurs générations de lasers. Il y a eu les premiers lasers qu'on appelait PRK. Bon, maintenant, ce qui est très utilisé, c'est l'ASIC. Et aujourd'hui, on a même ce qu'on appelle l'intralassique ou ce qu'on appelle tout laser, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser 2 lasers pour l'intervention. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour rentrer dans le mécanisme, on parle d'un effet photoablatif. L'idée, c'est finalement, lorsque vous avez entendu, bon, vous connaissez E égale H mu, donc plus ma longueur d'onde est courte, plus mon photon a une énergie importante. Et finalement, plus je vais me décaler dans l'UV, plus je vais avoir des énergies qui vont être supérieures à 5 électronvolts. Et là, l'énergie de ce photon est supérieure pour casser des liaisons entre les molécules. Donc si je suis capable de casser des molécules qui sont des molécules organiques, je vais pouvoir les transformer en gaz. Et c'est ce qu'on va appeler en fait un phénomène de désorption. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, tout à l'heure je disais, les premiers lasers ont été développés pour les militaires, maintenant sont développés pour autre chose. Là, en fait, vous voyez, c'est marqué IBM. Hein, voilà, alors là, c'est un cheveu. Donc voilà un cheveu qui est traité avec un laser Excimer. Et si on revient un petit peu à l'histoire, on s'aperçoit que ces lasers, à l'origine, n'ont jamais été développés pour le médical. Ils ont été développés, en fait, pour faire des circuits intégrés dans les années 75. Et au début des années 80, certains médecins se sont dit « mais c'est formidable ce laser ». Et comme il est extrêmement précis, on pourrait certainement tailler la cornée. Et donc, entre quelque chose qui était un balbutiement et qui était même à l'origine pas du tout prévu pour cette application, aujourd'hui, dans toutes les villes, vous avez de très très nombreux centres qui vont vous corriger la myopie avec ces lasers. Donc le mécanisme, comme j'en parlais, c'est un mécanisme de désorption, donc où l'énergie des photons est supérieure à l'énergie de liaison des molécules. Voilà, donc je vais transformer de la matière solide en gaz. C'est le principe général. Donc, on procède en différentes étapes. Alors, la première étape était... j'utilisais le laser tout de suite. Alors, si vous considérez un œil, en fait, comme tous les tissus qui sont exposés, il y a toujours un revêtement, ce qu'on appelle un épithélium. Hein. Sur la peau, vous avez en fait l'épiderme qui était un épithélium. Sur la cornée, vous avez aussi un revêtement. Le premier laser qui a été utilisé, donc on enlevait cet épithélium et on commençait à tailler dans la cornée, et on avait quelques phénomènes d'irisation à la cicatrisation. Donc après, on a développé ce qui s'appelle cette technique LASIK, qui est une technique combinée. D'abord, on utilise une sorte de bistouri, ce qu'on appelle un microkératome, pour faire en fait un volet cornéen, si vous voulez, on décapote. Ensuite, et ça c'est calculé, maintenant tout est parfaitement informatisé, calculé, on va mettre un certain nombre d'impulsions en fonction de la correction optique à réaliser. Et une fois que, donc voilà, j'illustre un petit peu les choses, on utilise le microkératome, qui est un dispositif mécanique, voilà, c'est vraiment la seule partie un peu technique. On fait ce volet cornéen, donc on décapote. Ensuite, on va faire les impulsions laser qui sont précalculées, tout est automatisé, et ensuite on recapote. Et généralement, le patient ressort, il n'y a strictement aucun problème.
Aujourd'hui, on a vraiment des dispositifs extrêmement sophistiqués en fonction de la correction. Alors, on parle de dioptrie, etc. On sait qu'il va falloir enlever telle quantité de matière, donc ça correspond à tant de pulses, et on a des tables, vous voyez, par exemple ici, en fonction du nombre de dioptres, on sait qu'il va falloir enlever tant de microns, et que ce temps de microns se traduit en temps d'impulsion, et normalement ce genre d'intervention dure quelques minutes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est totalement rentré dans le quotidien, qui est pratiqué. Alors, je parlais tout à l'heure, simplement pour dire on est un petit peu au courant, il restait encore une technique qui était encore une technique, je dirais, manuelle, qui était ce micro-tératome. Et aujourd'hui, pour faire ce volet cornéen, on a recours en fait à un autre laser qui est femtoseconde, qui va créer des petits points en fait sous l'épithélium. Donc ça va être un décollement réalisé grâce au laser. Donc là aussi, c'est automatisé. On revient à cette histoire de volet ici qu'on voit. Là, on utilise toujours un laser excimer pour enlever la cornée et on referme. Donc voilà, donc là, quelques illustrations. Ici en microscopie électronique. Donc voilà ce type de machines. Ce sont des machines qui sont assez imposantes, qui valent d'ailleurs assez cher, mais ce sont aujourd'hui des machines qui sont totalement diffusées. C'est le traitement en ophtalmologie représente aujourd'hui un marché extrêmement important dans le domaine des lasers médicaux. Alors maintenant, je vais passer à un deuxième mécanisme, l'effet électromécanique, ou que j'ai appelé tout à l'heure aussi photomécanique. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va utiliser la lumière, mais pour créer finalement une rupture de tissu, on va créer une explosion, on va créer en fait des ondes de choc, et c'est finalement un peu cette explosion et je dirais la propagation d'ondes de choc qui va détruire et qui va servir à traiter. Alors là, je me situe tout à fait en haut, hein, c'est ma bulle verte, où je vais avoir des impulsions très courtes. Donc on utilise typiquement nanosecondes, mais maintenant on a accès à des lasers picosecondes, mais avec des irradiances très importantes, donc gigawatts. Donc gigawatts, si vous voulez, enfin, même si c'est un peu simplificateur, c'est la puissance d'une centrale atomique, hein, mais sur un milliardième de seconde. Donc à nouveau, on va délivrer des impulsions qui sont de l'ordre du joule, hein, pas beaucoup plus que ça, mais là, temps très court, puissance très importante. Alors, donc voilà, donc je vous donne des ordres de grandeur, 10 en 100 nanosecondes, 10 puissance 7 à 10.12. Alors là, on a des lasers aujourd'hui dans le domaine médical, parce que tous les lasers, si vous voulez, ne sont pas amenés à donner des lasers médicaux. Il faut que ces lasers soient disponibles, il faut aussi qu'ils soient fiables, il faut qu'ils soient économiquement accessibles, ce qui fait que, par exemple, pour faire des effets photomécaniques, aujourd'hui, j'ai fondamentalement 3 types de lasers. Alors, ce laser Ruby, hein, vous voyez, ce premier laser qui a été développé par Meyman, et puis sur des technologies solides, un laser alexandrite qui va émettre à 755 nanomètres, ou un laser NDI qui va émettre à 1064 nanomètres, donc qui est de l'infrarouge. Donc, vous voyez, ces lasers sont des lasers qui sont en rouge et infrarouge, donc qui vont pénétrer, parce que souvent, ce que je veux détruire est en profondeur, donc je veux une lumière qui pénètre, mais je veux des lasers qui ont des impulsions très courtes, c'est pour ça qu'ils sont Q-switch. Donc l'idée, de manière très simple, c'est de créer, grâce à ces impulsions extrêmement intenses, des champs électriques supérieurs aux champs qui lient les molécules, voire les atomes, entre eux. Je vais obtenir une ionisation du milieu, je vais créer un plasma de l'ordre de 30 000 degrés, et c'est finalement l'expansion de ce plasma qui va créer des ondes de choc qui détruisent le tissu. D'ailleurs, c'est des fois assez intéressant, enfin, quand on voit des fois les personnes qui viennent régler les lasers, s'ils règlent bien le laser, même dans l'air où on a beaucoup moins de milieu, on arrive à créer ce phénomène, donc on arrive à avoir un claquage dans l'air. Donc l'idée, c'est d'obtenir comme un éclair, hein, c'est vraiment un éclair, et on a le son hein, de ce claquage, on entend bien le claquage optique, et ce plasma qu'on voit de manière très brève. Voilà, c'est ce type de laser qu'on utilise. Alors pour ces lasers, on les reconnaît aussi, ils sont tous équipés de bras optiques parce que c'est impossible de transmettre dans une fibre optique. On éclaterait la fibre optique avant même qu'elle puisse transmettre à l'autre extrémité le faisceau. Donc on utilise en fait des tubes. Le faisceau se propage à l'intérieur du tube et on a un système de rotule qui nous permet de traiter. Alors ces lasers sont utilisés en ophtalmologie, donc on revient à un système microscope, soit utilisés en dermatologie. Alors voilà. Donc les applications membranules de l'œil, c'est une application ophtalmologique qui n'est pas extrêmement importante, mais qui existe. Des applications aussi pour les glaucomes. Voilà, bon, lorsqu'il y a trop de pression oculaire, on peut être amené à faire des petits trous. Et puis des applications en dermatologie, alors des applications dépigmentation, puis des applications qui sont à la limite de la dermatologie et puis de la cosmétique.
c'est le détatouage, parce que, bon, comme vous le savez, de plus en plus de gens se font tatouer. Et alors aux États-Unis, il y a plus de 45 millions de citoyens nord-américains qui sont tatoués, mais il y en a 25% chaque année qui souhaitent avoir leur tatouage enlevé, pour des tas de raisons. Simplement à dire à ceux qui ont la gentillesse de m'écouter que ça coûte pas très cher de faire un tatouage, mais ça coûte très très cher de le faire enlever, et qu'en plus, des fois, on a quelques difficultés à enlever certaines couleurs. Alors ça, c'est l'exemple sur les membranules de l'œil. Souvent, après avoir fait ce qu'on appelle une cataracte, où on met un nouveau cristallin, on a souvent une sorte de réaction, une membranule qui se forme derrière ce cristallin, et on peut utiliser donc un assay laser picoseconde ou nanoseconde qui permettent de couper les membranules sans avoir à ouvrir l'œil. Et puis cette application, alors là on a un bon exemple, mais des fois c'est pas aussi bien, de détatouage. Alors le tatouage, c'est qu'en fait on a des particules qui ont été insérées, donc qui sont en fait des encres, des particules d'encre ou d'autres qui sont dans la peau, qui restent là parce qu'elles ont une taille qui font qu'elles ne peuvent pas être détruites par les cellules. On va les fragmenter, et là, certaines cellules, dites macrophages, vont être capables d'enlever ces fragments et finalement, à terme, après soit de multiples séances qui coûtent cher, on peut arriver à voir le tatouage qui disparaît. Mais je vous dis à nouveau, ça, c'est toujours les très beaux exemples qu'on présente, entre autres lors d'une conférence. Je peux vous dire que des fois, au bout de 20 séances, le tatouage est toujours là, parce que certaines couleurs, aujourd'hui il y a des couleurs très exotiques, on n'a pas les lasers pour les enlever. Alors, des applications peut-être plus médicales, qui peuvent être des taches pigmentaires, des lentigines, ou autres, ou par exemple une pathologie qu'on retrouve beaucoup en Asie, ce qu'on appelle le névus de Ota, qui sont des taches pigmentaires très importantes. Donc c'est une très très forte charge mélanique, et on va utiliser donc ces lasers pour faire exploser les graines de mélanine, en fait, les mélanosomes, etc., pour finalement avoir, après 1, 2 ou 3 séances, des résultats qui sont tout à fait remarquables, et à nouveau qu'on était incapable d'obtenir avant l'apparition du laser. Un mot maintenant sur les effets photochimiques. Alors les effets photochimiques, je me situe ici. Donc là, je me situe vraiment à l'extrême par rapport aux effets mécaniques. Je suis avec ici une puissance très faible et un temps très long. D'ailleurs, pour certaines applications, par exemple sur la peau, où des fois on a des surfaces relativement importantes à traiter, on peut des fois faire appel à d'autres dispositifs. On peut utiliser des LED, c'est possible. Bon. Cela dit, on a beaucoup aujourd'hui des applications de ce qu'on appelle la thérapie photodynamique se développent, et on a beaucoup d'applications, ce qu'on va appeler endocavitaires, intracavitaires ou interstitielles, et là, seul le laser va nous permettre d'obtenir des résultats, et va nous permettre de réaliser ce qu'on va appeler une thérapie photodynamique. Alors, la thérapie photodynamique, c'est intéressant parce que là, on va faire appel à ce qu'on appelle un photosensibilisateur, qui a un statut de médicament. Donc c'est une substance qui a une affinité pour les tumeurs, pour les cellules tumorales, qu'on va injecter ou appliquer, ça va dépendre, il n'y a pas un seul photosensibilisateur, mais des photosensibilisateurs. Alors par exemple, si on a une tumeur, je prends un exemple, une tumeur par exemple de l'œsophage, on va injecter la veille au patient par voie intraveineuse cette substance. Sur les 24 heures qui vont se passer entre le moment où on a injecté et le moment où je vais traiter, le produit va se localiser au niveau de la tumeur. Mais ce produit reste inactif tant qu'il n'est pas éclairé avec de la lumière. C'est-à-dire que voilà. Ce qui est très intéressant parce que souvent ce qui se passe lorsqu'on a un nouveau médicament, c'est qu'on recherche une sélectivité d'action. Le problème, c'est que vous allez prendre un médicament, mais ce qu'on appelle souvent, c'est qu'il peut avoir vous pouvez avoir des complications parce qu'il ne va pas agir simplement au niveau de la pathologie que vous voulez traiter, au niveau de la tumeur que vous voulez traiter, mais il peut avoir d'autres actions. Vous avez vu des patients qui ont des chimiothérapies perdre leurs cheveux. Vous voyez, en fait, l'action n'est pas unique. Là, ma substance, elle va peut-être se retrouver au niveau du rein, elle va se retrouver peut-être au niveau du foie. Mais elle n'agira que si je l'éclaire. Et donc là, l'éclairage, j'en ai le contrôle. Si je peux amener l'éclairage très précisément à la zone que je souhaite traiter. Et là, donc, j'aurai un effet très sélectif. Donc, je reviens un petit peu sur la courbe. Donc, voilà, patient, je vais lui injecter, j'attends un certain temps, je mets de la lumière.
Alors, la thérapie photodynamique, donc vous avez compris, il faut un photosensibilisateur, il faut de la lumière. Et lorsque je mets la lumière, en fait, ce que j'obtiens, j'obtiens une réaction avec l'oxygène qui est présent dans le milieu. Donc, il y a toujours l'oxygène, une cellule, même une cellule tumorale, j'ai forcément de l'oxygène parce qu'elle a besoin de respirer. Et je vais créer, c'est un phénomène de photochimie un peu complexe à expliquer, je ne rentrerai pas dans le détail, en fait, une réaction avec l'oxygène, je vais produire en fait des espèces cytotoxiques d'oxygène, des radicaux libres ou dans l'oxygène, ce qu'on appelle l'oxygène singulé. Cet oxygène singulé est en fait très toxique pour les cellules tumorales et va détruire mes cellules tumorales. Donc souvent, on utilise en fait cette représentation où on a d'un côté le photosensibilisant, vous voyez, ça c'est la molécule, la lumière, l'oxygène, et c'est la combinaison des trois qui va donner la thérapie photodynamique, photodynamic therapy. Donc voilà, et qui est aujourd'hui une technique qui se développe de plus en plus, parce que, entre autres, on a aujourd'hui des sources de lumière beaucoup plus adaptées, on a des laboratoires pharmaceutiques qui commencent à investir, qui ont compris un petit peu qu'il y avait là peut-être une voie de recherche intéressante, et qui développent de plus en plus cette technique, sur laquelle, en particulier nous à Lille, dans notre unité, sur laquelle on travaille beaucoup. Alors, là aussi, je pourrais revenir un petit peu sur l'aspect photochimique où effectivement cette substance avec la lumière, passe dans un état excité, va revenir à travers des transferts aux molécules des milieux, ce qu'on appelle les états triplés, production d'oxygène singulé, radicaux libres. Bon, ça mériterait aussi une conférence, je dirais, spécifique sur la thérapie photodynamique. Peut-être d'ailleurs ça se fera à terme. Donc voilà, et là aussi, pour un petit peu expliquer, c'est que cette production de radicaux libres, d'oxygène singulé, qui va donner cette toxicité cellulaire qu'on recherche. Alors, quelques applications rapidement. Les cancers superficiels de la peau, aujourd'hui, on a des produits qui sont commercialisés, qui sont amplement utilisés dans de nombreux pays. Alors, pour traiter des cancers au tout début, on a des applications sur des choses qui étaient pratiquement impossibles à traiter aujourd'hui, par exemple certaines tumeurs des voies biliaires ou cholangiocarcinomes, qui sont des cancers qui ont un pronostic qui est très mauvais. Cancer du col de l'utérus, un cancer au début. Cancer de la prostate, premier cancer chez l'homme, donc quelques exemples. Alors, la dermatologie, le photosensibilisateur, tout à l'heure, je disais qu'on l'injectait. Là, en substance, c'est une crème qu'on applique. Même, c'est un précurseur. Voilà. On va appliquer cette crème et cette crème va induire au niveau des cellules précancéreuses la production en excès d'un photosensibilisateur qui s'appelle la protoporphyrine 9, voilà, qui est ici. Pour exciter, dans la mesure où ma tumeur peut être plus ou moins superficielle, je peux amener à utiliser du bleu ou voire du rouge. On a aujourd'hui, par exemple, la substance qui est vendue en France qui s'appelle le Medvixia. On doit utiliser de la lumière rouge parce que la lésion qu'on va traiter peut faire quelques centaines de microns et le rouge va pénétrer plus que le bleu. Alors on utilise, en France, on a un produit, ça dépend en fonction des pays, mais en France, on a un produit qui s'appelle le Medvixia qui a des autorisations pour traiter donc, ce qu'on appelle les cancers basocellulaires superficiels, la maladie de Powen, ou les kératoses actiniques, qui sont des lésions précancéreuses. Alors simplement pour vous donner quand même un chiffre, il y a 54 millions de citoyens nord-américains qui ont des kératoses actiniques, alors qui sont souvent liés à l'exposition, qui sont d'ailleurs essentiellement liés à l'exposition au soleil. Donc plus vous allez vous exposer au soleil, plus vous avez des risques de développer ça. On a 3,5 millions de citoyens français qui ont des kératoses actiniques, et si elles ne sont pas traitées, elles risquent d'évoluer dans des cancers épidermoïdes qui sont mortels. Donc la kératose actinique n'est pas un cancer dans la définition du cancer, c'est un précancer, mais un certain pourcentage, s'il n'est pas traité, peut effectivement évoluer en cancer. Donc voilà, donc si on parle de lésions précancéreuses, etc. Alors la technique, comme j'expliquais, on va mettre la crème, voilà. On va attendre, à nouveau, il faut un certain temps pour qu'on ait la production du photosensibilisateur. Donc on va faire ça sous un pansement occlusif. Ce qui est assez intéressant dans ces photosensibilisateurs, c'est que aussi si vous les éclairez avec une lumière adaptée, ils fluorescent, c'est-à-dire qu'ils vont émettre aussi une lumière. Et on voit bien, là, même si j'ai par exemple appliqué sur toute la surface d'un crâne ou peu importe ma crème, la production de PP9 n'a lieu qu'au niveau des cellules prétumorales. C'est-à-dire que là où il y a du rose, ici bleu, j'ai certainement mis de la crème, mais ce sont des cellules saines, et donc il n'y a pas de production. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un peu différent de ce que j'ai, c'est que là,
A priori, je ne sais pas où est la lésion, peu importe, je mets du produit, j'aurai du photosensibilisateur qui est en fait métabolisé uniquement dans les lésions tumorales, et ensuite, je vais éclairer de manière homogène, avec une dose précalculée, le plus large possible pour avoir le traitement. Alors là, je vous montre un exemple que j'aime bien, qui est d'ailleurs pas récent, ça a été publié en 1998, d'un patient, alors là, qui a une forme, par contre cancéreuse, qui a un carcinome de l'oreille, qui, avant l'apparition de la PDT, on lui aurait coupé le lobe de l'oreille. Bon, je veux dire, à la limite, ok, c'est un peu, esthétiquement, c'est pas très joli, mais enfin, il vaut mieux avoir un bout d'oreille qui manque que mourir d'un cancer. Mais là, le médecin a décidé de lui faire une thérapie photodynamique, donc il a mis de la crème partout. Vous voyez qu'après 2 heures, on a éclairé en lumière bleue, et on voit que cette zone-là. Et là, on lui a fait 3 séances de PDT, et vous voyez que finalement, son carcinome a disparu, et qu'il a un lobe d'oreille absolument intact, une peau parfaitement intacte, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien du tout. Ce qui montre tout le potentiel de cette thérapie photodynamique. Alors d'autres exemples kératosactiniques, parce que je parlais de grandes zones, parce que souvent, il n'y a pas une, mais des lésions, on parle de champs de cancérisation. Voilà quelques exemples. Rapidement, les voies biliaires, qui est une pathologie extrêmement problématique. Donc on a en fait une voie biliaire qui vont du pancréas jusqu'au cholédoque. Donc souvent là, on a des cancers qui sont pratiquement impossibles à traiter. Et simplement, il y a des études cliniques en cours, je passe rapidement. Donc là, on utilise par voie endoscopique. Je vais rentrer la fibre. J'ai un produit qui a l'autorisation qui s'appelle le photofrein, qui est utilisé. Et on voit que grâce à cette technique, je suis capable effectivement de restituer la circulation, si vous voulez, des voies biliaires, que mon cancer est traité. Et là, on a des études très intéressantes qui ont montré que la survie des patients avec la technique conventionnelle, c'était grosso modo 4 mois, et qu'on peut améliorer considérablement la durée de vie. Et je pourrais citer d'autres exemples où les patients, la durée de vie était 1 an, et aujourd'hui, grâce à la thérapie photodynamique, on a aujourd'hui des patients qu'on suit qui survivent depuis plus de 7 ans. Alors, ce n'est pas la technique qui va remplacer toutes les techniques pour traiter le cancer. Bien évidemment, la chimiothérapie à sa place, la radiothérapie à sa place, la chirurgie à sa place. Mais dans certains types de cancers, c'est quelque chose qui apporte vraiment des solutions tout à fait innovantes auxquelles on n'avait pas accès il y a encore quelques années. Cancer du col de l'utérus, j'en parle parce qu'on était une des 4 équipes dans le monde à être un petit peu impliquées là-dessus. Donc là, on est sur un cancer au début, au niveau du col, qui peut être traité par d'autres techniques, qui intéressent un nombre de femmes relativement limité, qui vont être des femmes jeunes, qui sont en âge de procréer. La technique conventionnelle, qui s'appelle une codisation, on va découper le col de l'utérus, marche très bien, mais le problème, c'est qu'il y a des risques de fausse couche. On peut faire un traitement qui est relativement efficace, enfin même très efficace. Alors à l'origine, on faisait ça avec un laser, c'était pas très pratique. Et puis maintenant, la société a fait en fait un dispositif très astucieux. Ça ressemble à, je dirais, une sorte de tampon lumineux. Là, on a des batteries, on a en fait là des LED. À 5 ans, on n'a pas de laser justement. On met de la crème. La patiente, on applique ça au niveau du col de l'utérus. Il y a un temps de métabolisation qui dure 2 heures. Le système s'allume et puis au bout d'un moment, elle peut tirer sur la ficelle et puis voilà, et vous êtes traité. Donc on voit aussi qu'on a là des possibilités importantes. Cancer de la prostate, alors j'en parle aussi parce que c'est un cancer aujourd'hui qui est le cancer numéro 1 chez l'homme. Il y a 70 000 nouveaux cas par an en France. C'est un cancer qu'on détecte de manière très précoce maintenant. Et au lieu d'enlever la prostate, qui est une solution, on essaye de plus en plus de faire ce qu'on appelle des traitements conservateurs, de faire des traitements focaux, c'est-à-dire que on ne va pas traiter toute la prostate parce qu'on a une toute petite lésion qu'on voit très bien avec les techniques d'imagerie. On va utiliser le laser pour traiter cette lésion, en sachant que si une lésion réapparaît plus tard, etc., on a toujours la possibilité de faire une chirurgie. Donc, ce qui est important, on a une notion dans le domaine médical qui s'appelle pas de perte de chance pour le patient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la thérapie qu'on puisse faire, et c'est l'intérêt de la thérapie photodynamique, il ne faut pas que finalement il y ait de perte de chance au niveau du patient. Alors là, c'est des exemples où on va rentrer les fibres dans la prostate. Donc je ne vais pas trop vous faire l'anatomie, mais en fait là, on utilise des logiciels de planification, on connaît la position voilà. Donc on a des fibres, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré des fibres diffusantes qu'on va rentrer. Alors là, on va utiliser, non pas... souvent d'ailleurs, on utilise plusieurs fibres, donc on utilise plusieurs lasers. Bon là, c'est dans le cas d'une étude clinique qui a été faite ici à Lille, donc on traitait la moitié de la prostate, donc on a mis ici, voyons, les petites croix vertes sont des fibres. On a traité finalement toute cette lésion.
Alors dernier effet, je terminerai là-dessus, qui sont les effets thermiques, voilà, qui représentent certainement aujourd'hui 70 à 80% des applications des lasers. Je vais aller vite, alors que là aussi il faudrait y passer beaucoup de temps, parce qu'il y a de très nombreuses applications. Pour rappeler qu'à nouveau, il y a un choix de la longueur d'onde pour être sélectif, mais qu'aussi les cibles à traiter sont des fois en profondeur, donc on veut avoir une lumière qui pénètre et ça va être aussi nous guider. Des fois, on va plus se décaler dans le rouge et l'infrarouge, peut-être pas la meilleure absorption, mais c'est la meilleure pénétration. Et à nouveau, c'est d'ailleurs le challenge, c'est un peu notre métier, c'est de comprendre ce qui se passe et de faire souvent un petit peu trouver le meilleur compromis entre la pénétration, la sélectivité pour avoir la meilleure efficacité. Alors vous avez vu cette courbe, je ne reviens pas sur cette courbe, mais vous comprenez qu'effectivement, en fonction de la cible à traiter, est-ce que je veux couper, est-ce que je veux traiter une cible vasculaire, etc., je vais faire un choix. Par contre, je vais vous montrer cette courbe parce que je vais peut-être illustrer des choses avec la peau en vous montrant que la pénétration de la lumière, elle est beaucoup plus importante dans l'infrarouge. Vous voyez, en fait, ça commence à pénétrer à partir du rouge. C'est pour ça que je vous dis, si vous mettez une lampe de poche derrière votre main, vous ne verrez pas passer de vert ou de bleu, mais vous verrez passer du rouge parce que le rouge pénètre et peut pénétrer jusqu'à plusieurs millimètres. Alors, lorsqu'on s'intéresse là aussi à la pénétration, on va s'apercevoir que le choix de la longueur d'onde joue un rôle, par exemple, sur la pénétration dans des artérioles. Donc là, on a de l'hémoglobine. On s'aperçoit qu'à 575, j'ai une très forte absorption. À 600, j'absorbe beaucoup moins, donc je vais beaucoup plus profondément. Là, je peux m'intéresser à la désoxyhémoglobine, donc j'ai des variations. Donc on a aujourd'hui les coefficients, on a des courbes, des abats qui nous permettent de déterminer tout ça. Deuxième notion aussi, c'est le temps de relaxation. On revient à cette notion de durée d'impulsion. En fonction, si j'ai un petit vaisseau ou si j'ai un gros vaisseau sanguin, je ne vais pas utiliser le même temps parce que je veux coaguler un petit vaisseau. Je vais faire un temps court parce qu'autrement, j'aurai une diffusion du vaisseau sur le tissu environnant qui est la peau. Si je commence à chauffer la peau, cette sélectivité que j'avais trouvée avec l'optique, je vais la perdre avec finalement le thermique et je serai pas très content. Donc là aussi, en fonction du diamètre de la cible, que ce soit un mélanosome, une cellule, un vaisseau, un follicule pileux qui peuvent avoir des tailles différentes, je vais avoir des temps de relaxation différents. Donc effectivement, il y a une combinaison de paramètres qui est essentielle. En fonction donc du choix des paramètres, puissance, temps d'impulsion, je vais pouvoir obtenir toute une gamme d'effets thermiques qui vont simplement, si vous voulez, qui peut être de créer, je dirais pratiquement une fièvre locale, et une fièvre locale peut jouer un rôle. Une coagulation, c'est-à-dire que je vais cuire, ça peut être le cas de mes vaisseaux sanguins, là je reviens à mon angioplan, à ma tache de vin, ou je veux couper comme un bistouri, vous voyez la différence d'un bistouri-lame, d'une lame de rasoir, je veux en même temps couper, je vais cautériser, c'est-à-dire que je n'aurai pas de saignement, je vais utiliser des températures bien supérieures à 100 degrés. Alors des applications, vous voyez, j'ai mis des petits points parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, ophtalmo, dermato, cicatrisation, phlébologie, bronchologie, enfin, je dirais pratiquement la totalité des disciplines ont recours aujourd'hui, plus ou moins, alors des fois c'est pour une petite application, des fois c'est pratiquement 80% de l'activité du praticien, mais le laser thermique est beaucoup utilisé. Alors je reviens, parce que c'est un petit peu toujours la même chose, je reviens à cette histoire d'ophtalmologie avec le décollement de la rétine où je vais utiliser, en fait, je vais faire des points pour recoller la rétine. Je fais en rétine périphérique, donc finalement la personne traitée n'aura pas, ces points-là ne vont pas le gêner dans sa vision. Alors bien évidemment, on ne traite pas la rétine centrale. Je parlais tout à l'heure d'un angioplan, voilà un exemple d'angioplan avant et après. Alors vous voyez, on n'arrive pas, on travaille encore parce que sur certains angiomes, vous voyez, très très foncés, avec des vaisseaux très profonds, on n'arrive pas forcément à traiter jusque le réseau vasculaire le plus profond. Là, on n'arrive pas à injecter suffisamment de lumière, ou si on montait trop la lumière, on commencerait à brûler l'épiderme, et on ne souhaite pas ça. Mais je peux vous dire qu'un patient qui a ce genre d'angiome, mais maintenant qui se retrouve avec ça, vous lui changez sa vie. Et pour avoir été impliqué dans des protocoles et avoir contribué à traiter des jeunes enfants ou des adolescents, on imagine bien que ça peut avoir des impacts importants. Alors l'idée étant effectivement de coaguler avec une longueur d'onde spécifique ces vaisseaux-là. Alors les applications sont multiples. Je vous dis, je pourrais y passer une grande partie de la conférence. D'autres applications que je cite, parce que c'est aussi une aujourd'hui qui représente certainement plusieurs centaines, voire pratiquement 800 millions de dollars aujourd'hui en chiffre d'affaires, c'est
l'hypertrichose. Alors l'hypertrichose, ça c'est le terme médical, mais c'est ce qu'on va appeler la dépilation, puisque maintenant le poil est devenu une pathologie. Donc aujourd'hui, le laser est considérablement utilisé pour en fait enlever les poils. Voilà, beaucoup de gens pratiquent, et c'est vrai que c'est une technique qui marche très bien. Donc on va, grâce à un choix judicieux de la longueur d'onde, on est capable de chauffer que le poil, qui est très chargé en mélanine, sans brûler la peau, et on va avoir donc effectivement le poil qui disparaît. D'autres applications qui peuvent être le traitement des rides, du vieillissement cutané. Si on chauffe la peau, on peut enlever, on va restimuler certaines cellules qui s'appellent des fibroblastes. On peut refaire fonctionner ces fibroblastes. Alors ça ressemble un peu à la cicatrisation. On va régénérer la nouvelle peau et donc on peut considérablement atténuer finalement les stigmates du vieillissement. Alors voilà un petit peu comment on procède. On va des fois enlever la peau un peu usée, superficielle ou endommagée. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement c'est quand même des actes des fois qui sont assez invasifs et qu'on fait une sorte de brûlure du 2e degré. Donc avant d'avoir des rides et plus de rides, des fois on passe par une période où on va avoir ça, on va avoir des rougeurs et de l'érythème pendant quelques jours, et je dirais pendant un mois, on a quand même c'est une chirurgie. Laser endoveineux, c'est les varices. Les varices, avant, il fallait faire une chirurgie, c'était un petit peu compliqué, il faut faire des incisions, rentrer une sorte de crochet dans le vaisseau, arracher la veine de l'intérieur, enfin bon, c'était un petit peu barbare. Aujourd'hui, et ça s'est totalement développé, c'est remboursé à peu près dans tous les pays, c'est une procédure qui va durer quelques dizaines de minutes, même pas 20 minutes. On va traiter en insérant finalement, là on fait d'abord un marquage de la veine à traiter, on va faire une petite incision, on va monter une fibre optique pratiquement jusqu'à l'aine, et puis progressivement, sous contrôle, ce qu'on appelle contrôle échographique, le praticien peut vérifier en imagerie, on retire, si vous voulez, la fibre tout en appuyant sur le laser, et on peut traiter. Donc voilà un petit peu la procédure. Et vous voyez, avant-après, avant il fallait faire une chirurgie coupée et veinée, et maintenant on le fait en une seule séance, et ça a véritablement révolutionné la phlébologie. Donc voilà, un avant et un après, on voit bien l'intérêt de ce genre de technique. Bon, d'autres aspects sur la cicatrisation. Nous, on a travaillé, on a développé pas mal aussi. Il y a certainement aujourd'hui, il y a les aspects où vous détruisez, mais le laser bien utilisé peut être aussi utilisé pour améliorer la cicatrisation. Alors là, c'était des travaux qui étaient faits qui montraient que, vous voyez, sur cette cicatrice, s'il y a un moment dans le processus de cicatrisation, la cicatrice, vous avez une incision, puis progressivement, voilà, ça se ferme, il y a des rougeurs, il y a des croûtes, bon, ça évolue, la cicatrice, elle évolue. Si vous agissez au bon moment, vous pouvez changer ce qu'on appelle le profil de réponse inflammatoire et vous pouvez réduire la cicatrice. Alors, je vous avais montré ce petit laser. D'ailleurs, ce petit laser a été développé pour cette application. Et on a fait des études cliniques avant-après qui ont montré que ce laser permettait, alors c'est utilisé par les chirurgiens plasticiens immédiatement après l'intervention chirurgicale, mais je vais vous montrer cette image qui me semble intéressante. Donc c'est une mammoplastie, donc là c'est une chirurgie au niveau du sein. Là, c'est le contrôle, donc c'est le résultat au bout d'un mois. Alors, c'est une très jolie cicatrice, mais la même patiente, l'autre sein, on lui a fait du laser, et vous voyez que là, la cicatrice, elle est quasiment inexistante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir dans cette technique, et nous sommes assez fiers d'ailleurs. On a donc une société Urgo, donc les Français en tout cas doivent la connaître, une société qui faisait du pansement, et de la même façon, je disais, les laboratoires pharmaceutiques tout à l'heure pour la thérapie photodynamique se sont emparés s'intéressent à ces nouvelles techniques, la lumière. Aujourd'hui, les sociétés qui font des pansements sont en train aussi de considérer l'utilisation de la lumière du laser, aussi parce qu'on est capable de concevoir des petits outils. Alors, dernière chose, pour terminer sur un petit peu côté qui reflète bien un petit peu un travail de recherche qui part du début jusqu'à des résultats assez intéressants. Alors, je vous montre ces oreilles. C'est en fait ces oreilles-là de lutteur ou généralement de rugbyman. En fait, les oreilles, même, il y a du cartilage, et le cartilage, c'est un tissu, enfin, c'est une structure assez intéressante, si vous voulez, qui se renouvelle peu, sauf s'il y a des chocs ou ce qu'on appelle les inflammations, des agressions importantes, dans quel cas, là, l'oreille va reproduire, c'est une sorte de réaction du cartilage en excès. Alors, je vais vous faire court, quelque chose qui est très long, mais en tout cas, ça a été le point de départ d'une idée qui était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas régénérer du cartilage, qui pourrait être assez intéressant, et en tout cas, il fallait qu'on illustre les choses, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas pour les gens qui ont des oreilles décollées, utiliser cette technique. Les oreilles décollées, il faut faire une chirurgie, faire des incisions. Enfin bon, si on fait ça chez les enfants, il faut faire des anesthésies. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de finalement
utiliser le laser, utiliser la lumière, comprendre les mécanismes biologiques pour changer un petit peu ces aspects-là. Alors on commence souvent, on essaie d'en faire très très peu, mais bon, de temps en temps on fait un tout petit peu d'expérimentation quand même. On a fait l'expérimentation sur des oreilles de lapin. Alors des lapins d'ailleurs qui étaient non anesthésiés, qui étaient totalement conscients, et d'ailleurs le lapin est un animal intéressant parce que si vous lui faites du mal, il est très mécontent, donc il crie. Donc ce qu'on peut savoir même ce qu'on fait, si c'est douloureux ou pas douloureux. Alors ça c'est le cartilage. Et l'idée, c'était de dire, si je fais du laser, si je crée une agression mais contrôlée, est-ce que je ne vais pas produire un peu plus de cartilage? Alors c'est ce qu'on a fait, donc je passe un petit peu sur la technique. On a toujours une technique où la lumière doit être parfaitement contrôlée, donc voilà. L'idée, c'était de se dire, on va essayer de changer la forme de l'oreille de lapin. Donc on fait un traitement. Ensuite, une fois qu'on a fait le traitement, on met en fait, on essaye de garder la forme. Là, c'était l'idée d'avoir l'oreille du lapin repliée. Et voilà le résultat. Donc normalement, le lapin, vous avez déjà vu une oreille qui est droite, on est arrivé à courber effectivement l'oreille du lapin. Bon, très bien. Le lapin, c'est assez intéressant, mais ce n'est pas forcément un marché. Donc on s'est dit, on va maintenant passer chez l'homme. Alors avant de passer chez l'homme, on fait des études. Vous voyez, ça c'est la couche de cartilage, et ça, vous voyez, c'est la couche de cartilage. On a fait du laser. Vous voyez, il y a plus de cartilage. Et l'idée, c'est que lorsque ce nouveau cartilage se produit, si je donne une nouvelle forme, c'est un peu comme si vous voulez, une branche qui pousse. Si je mets un tuteur, si je donne une forme pendant que ça pousse, je peux avoir la nouvelle forme. Et donc, c'est ce qu'on a fait chez des patients. Donc là, bien évidemment, on a un protocole clinique, il faut des autorisations. Donc, chez des patients à qui on aurait fait une chirurgie, on leur a fait du laser. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça se fait sans anesthésie, sans douleur, et ça dure 10 minutes par oreille. Alors là, bon, au début, c'était un petit peu rustique parce qu'on utilisait une sorte de moule qu'on fait avec du silicone. Mais en tout cas, voilà un petit peu. Alors, je vais vous montrer les résultats avant-après, donc before, after. Donc, vous voyez, patiente qui avait l'oreille décollée, et voilà ce qu'on peut obtenir. Là, c'est une oreille chez une personne âgée, parce qu'on voulait voir si ça pouvait marcher, personne âgée. Puis, bon, c'était un peu une personne de 72 ans, donc il y avait depuis la naissance une oreille qui était comme ça courbée, et on a pu redresser, vous voyez, redresser l'oreille. Et depuis, alors cette technique n'est pas utilisée en France pour des tas de raisons, voilà, mais est utilisée dans d'autres pays, en Espagne et en Grèce, où effectivement le laser et le laser thermique peut permettre justement d'obtenir des résultats tout à fait intéressants, alors surtout chez des jeunes, des enfants, où la chirurgie est des fois difficile à être proposée. Donc voilà, donc ça c'était très rapidement pour conclure. Aujourd'hui, il y a des applications du laser thermique, mais il y a certainement encore beaucoup d'applications à venir. Et d'une manière générale, grâce à l'évolution du laser, il est évident que le laser en médecine, on n'a pas fini d'écrire l'histoire de ce laser. Et je pense que d'autres, d'ici quelques années, seront amenés à vous montrer encore des applications très intéressantes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, merci beaucoup Serge. Effectivement, on se rend compte que le laser, donc, il a 56 ans, si on a bien compris. Oui. Et, j'ai le même âge que le laser d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc déjà beaucoup d'applications, et on sent que finalement c'est qu'un début, qu'il y aura encore. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir. On sent beaucoup d'espoir dans ce que tu as montré. Alors, j'ai quelques questions, et j'en ai une première qui porte sur la dangerosité du laser. Et une question un peu emblématique, tu nous as parlé alors j'ai oublié le nom exact, mais du fait qu'on utilise le laser pour faire de la chirurgie au niveau de l'œil, la kératoplastie, c'est ça, ou quelque chose comme ça? Oui. Mais à côté de ça, on dit qu'il ne faut pas envoyer les lasers dans les yeux parce que c'est dangereux. Alors, comment c'est compatible ça? Oui, alors, à nouveau, ce qui va beaucoup jouer, c'est la longueur d'onde. Donc, quand on retaille la cornée, on va utiliser une longueur d'onde UV qui ne pénètre pas du tout. Donc là, le faisceau est arrêté par la cornée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut agir et retailler la cornée. Maintenant, si on prend un laser visible, comme la lumière visible, si on voit, c'est qu'effectivement, la lumière est capable d'aller jusqu'à notre rétine. Là, les lasers sont très dangereux. Lorsqu'on fait de la photocoagulation de la rétine, on recolle la rétine. Comme je le disais, on peut le faire qu'en rétine périphérique. Si on le fait, si vous prenez, si par mégarde, des fois ça arrive dans des laboratoires de physique, si vous avez malencontreusement un faisceau laser qui arrive au niveau de votre rétine centrale, ce qu'on va appeler la macula ou la fovea, vous allez avoir une perte de votre vision centrale.
vous allez vous trouver comme un patient, ce qu'on appelle qui a une dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc vous n'êtes pas aveugle, mais vous ne pouvez plus lire, vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc les lasers médicaux sont des lasers dangereux. C'est bien pour ça que les gens qui l'utilisent sont formés et que, bien évidemment, comme je disais, on n'a pas un laser mais des lasers. Si on veut tailler la cornée, on n'a pas du tout le même type de laser qu'un laser pour coaguler, pour recoller la rétine. D'accord, alors ça va vraiment dans le sens de ma deuxième question. Tu nous as parlé de dépilation, enfin on parle aussi d'épilation laser. Et est-ce que ce sont forcément des médecins qui font ce genre de choses ou est-ce qu'on retrouve ça dans des instituts de beauté esthétique voilà la question. Alors très bien, c'est une excellente question puisque en fait il vient est apparu récemment un jugement qui interdit, en tout cas en France, très clairement, à toute personne non médecin de pratiquer l'épilation en dehors de l'épilation à la cire ou à la pince. C'est-à-dire que toute technique pour enlever le poil qui n'est pas de la pince à épiler ou de la cire doit être pratiquée par un médecin. Voilà. Et les choses sont très claires en France à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Alors c'est en train d'être discuté ce qui s'appelle la délégation d'actes, c'est-à-dire que à la limite, la personne qui tient la machine ne serait pas forcément médecin, mais ça serait sur une supervision médicale. Mais là, je pourrais retrouver, il y a des textes qui sont passés récemment, ça a été jugé, il y a eu un jugement retentissement, où aujourd'hui, cet acte ne peut être pratiqué. Alors ça fait référence à d'abord à un texte réglementaire des années 60 qui est très clair là-dessus. D'accord, voilà. Donc effectivement, c'est très clair. Le laser, c'est quelque chose qui peut être très dangereux et qui ne peut être manipulé que par des personnes qui savent ce qu'elles font, quoi, en gros. Alors, j'ai une autre série de questions qui portent justement sur l'usage du laser par rapport à d'autres sources de lumière, et notamment, tu as parlé de la thérapie photodynamique. Est-ce que le laser est indispensable dans ce cas-là, en fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser de la lumière non cohérente issue d'autres sources de lumière? Qu'apporte le laser dans ce cas-là, précisément? Alors, à nouveau, j'ai un peu évoqué, c'est très bien de me poser cette question parce que je peux peut-être insister. Ce que je disais, effectivement, la thérapie photodynamique, on n'est pas à la recherche d'irradiance très importante. Donc, effectivement, là, le côté intensité du laser n'est pas forcément nécessaire. Donc, on peut faire appel, finalement, à d'autres sources de lumière. Après, ce qui va se passer, c'est quelle est la zone à traiter. Si c'est la peau, on peut utiliser, je dirais à la limite, un rétroprojecteur, on peut utiliser un panneau de LED. Et même aujourd'hui, la société qui commercialise ce produit pour la kératose acténique a obtenu l'autorisation de faire le traitement avec le soleil. Donc le soleil peut convenir. Mais hormis ces applications sur la peau, lorsque vous voulez aller traiter à l'intérieur d'un oesophage, à l'intérieur, le col de l'utérus, vous voulez traiter une prostate, etc., vous avez besoin de fibres optiques et vous n'avez pas véritablement d'autres moyens pratiques que le laser. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore merci pour ta conférence. Je pense que ça nous a donné vraiment un tour d'horizon des applications des lasers en médecine. Aux internautes, eh bien, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui sera le 1er juin, qui sera donnée par Sébastien Guénaud et qui portera sur l'invisibilité. Voilà, au revoir à tous et merci.